Voilà. Alors là, en sous-titre de la présentation d'aujourd'hui, on avait une question, safety or not safety. Bon, clairement, on n'a plus vraiment de questions à se poser déjà aujourd'hui et puis pour les 10 années qui viennent. On est vraiment au début d'un trend, d'un cycle qui va en s'accélérant. Alors, on va essayer d'aborder les problématiques des données à gérer en environnement fiscal autour de 4 grands sujets. Donc déjà, où est la problématique? Pourquoi est-ce que ça s'accélère comme ça? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La standardisation comme source d'efficacité. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce safety? Comment est-ce qu'on doit le prendre côté entreprise? Et puis après, la problématique, on verra, c'est il y a la standardisation d'un côté et comment est-ce que les standards sont respectés de l'autre. Et il y a un gros écart en général. Donc, tout d'abord, la recherche de l'efficacité par les autorités fiscales. En réalité, ça, ce n'est pas un problème nouveau, c'est un problème récurrent. La plupart des administrations fiscales à travers le monde au jour d'aujourd'hui, et c'est le cas en France, aussi pour ceux d'entre vous qui ont pu déjà y être confrontés, ont un droit d'accès aux données de gestion de vos entreprises dans le cadre et pour les besoins des contrôles fiscaux. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Le problème qu'elles rencontrent toutes, en France, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez peut-être vu que la réglementation sur le contrôle informatisé a été changée là, depuis le 1er janvier, où on vous donne des délais de 15 jours pour fournir à l'administration certaines données à partir desquelles elle va faire des traitements. C'est exactement la réaction française à court terme par rapport à cette problématique. C'est que dans le cadre des contrôles fiscaux informatisés, c'est la généralité des cas, et les exceptions se comptent sur les doigts d'une main. En général, il faut beaucoup de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour qu'une entreprise soit capable de mettre à disposition d'un vérificateur les données dont il a besoin pour réaliser les travaux. Et quand ce travail est fait, très souvent, eh bien, il faut encore que ces données soient fiables, ce qui souvent n'est pas le cas. Et comme on n'a pas anticipé les choses, on a beaucoup de mal pour les fiabiliser. Le délai de 15 jours qu'ils nous ont imposé en France, en aparté, ils savent très bien qu'on ne pourra pas le respecter. D'accord ? Mais c'est un délai d'ordre public qui s'impose aussi bien à l'administration qu'aux entreprises. Ce qui veut dire simplement que si vous n'êtes pas capable de fournir les informations sous 15 jours, vous mettrez peut-être 1 mois, 2 mois. Hein. C'est pas rare aujourd'hui qu'il faille 6 ou 7 mois dans le cadre d'un contrôle fiscal pour qu'une demande de traitement puisse arriver à son terme. C'est ça dont ils ne veulent plus. Et les délais de 15 jours, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous? C'est qu'ils vous appliqueront une majoration de 10% sur les redressements qui ont été calculés suite au traitement informatique. Hein, vous n'aurez pas répondu sous 15 jours, vous répondez sous 6 mois, très bien, vous avez répondu sous 6 mois, mais objectivement, n'ayant pas respecté le délai de 15 jours, il y a une majoration de 10% qui s'appliquera. Voilà, c'est comme ça qu'a réagi. En fait, au-delà de ce point très ponctuel français, on a ce besoin qu'ont les administrations d'accélérer et de fiabiliser les choses pour gagner en efficacité. Donc, comment est-ce que ça s'oriente, ça, en général, et on reviendra, parce que c'est ça que souhaitait l'OCDE, on doit déterminer un périmètre de données à conserver et à archiver. Alors, j'insiste beaucoup sur cette notion d'archivage, qui revient déjà 2 fois en 2 lignes. Cette notion d'archivage, c'est très différent de ce que font vos services informatiques aujourd'hui, qui font que des sauvegardes. D'accord ? La problématique que vous avez dans les ERP en général et dans SAP en particulier, c'est cette fâcheuse capacité qu'ils ont à modifier de façon rétroactive des données qui vont vous servir en cas de contrôle fiscal pour justifier les déclarations que vous avez souscrites. Je prends un exemple tout bête, vraiment c'est la bouteille à l'encre, mais il y en a des dizaines comme ça dans SAP. Les factures. Quand vous modifiez dans votre master client l'adresse d'un client, si je demande à imprimer un duplicata d'une facture d'il y a 3 ans, le duplicata il va sortir avec la dernière adresse connue. D'un point de vue légal, pour apporter la preuve des opérations et des zones géographiques concernées, c'est pas terrible. Donc SAP, il fonctionne selon ce mode-là. Oracle fonctionne, c'est inhérent aux ERP qui ont tous comme cœur une base de données relationnelle aujourd'hui. Donc l'archivage, ça consiste à enlever de l'environnement de production des données dont on considère qu'elles sont pertinentes pour le contrôle fiscal
et à les sécuriser en les mettant dans des fichiers en dehors de la base de données de SAP, dans un format à définir et qui sera exploitable en cas de contrôle fiscal. Et on verra que le format en question, ça peut être le SAFTI, et c'est ce qu'ont choisi beaucoup de pays d'une certaine manière. Cette organisation des modalités de l'archivage, en fait, selon les pays au jour d'aujourd'hui, il y a des variantes. La problématique est la même partout, mais tous les pays ne réagissent pas de la même manière. Vous avez des pays qui disent il nous faut des fichiers qui seront mis à disposition des vérificateurs en cas de contrôle. C'est la France, aujourd'hui avec le FEC, le fichier des écritures comptables. Voilà. Vous avez des pays qui prévoient des fichiers déclaratifs qui vont se substituer à certaines déclarations que vous déposez aujourd'hui en papier et qui vont être mises dans un format SAFTI que vous déposerez à intervalles réguliers, voire un mixte des deux. C'est le cas de la Pologne, par exemple. En Pologne, vous savez qu'en matière de TVA, vous avez une obligation par la directive européenne qui n'existe pas en France parce qu'on est en compta hors taxe et qu'on a pris une mesure de simplification, mais normalement, vous devez, en plus de votre compta, tenir un registre des achats et des ventes pour les besoins de la TVA. En Pologne, ce qu'ils ont dit, ce registre des achats et des ventes, c'est un SAFTI et on va le déposer mensuellement, tous les 25 du mois, on va aller déposer ce registre. Et en plus, ils ont dit, ce registre, il contient les références de factures de vente, de factures d'achat. Eh bien, certaines informations qui figurent sur les factures, on doit aussi les préparer dans un SAFTI, mais qu'on n'enverra pas à l'administration fiscale, qu'on présentera au vérificateur lorsqu'il viendra contrôler. Donc là, on voit qu'on est sur un mixte. Et puis, on a des pays qui, eux, vont jusqu'à la validation préalable. L'exemple, c'est le Brésil. Au Brésil, quand vous envoyez des factures, des factures électroniques, elles vont passer par un serveur de l'administration fiscale brésilienne qui va les homologuer, les numéroter, et votre facture n'est pas valide tant qu'elle n'a pas été estampillée par l'administration fiscale polonaise. Donc vous voyez qu'on a une problématique qui est la même, brésilienne, pardon, excusez-moi. Donc le point qui est important, c'est qu'on a une problématique unique, la même pour tout le monde, mais des manières différentes d'y répondre, un manque d'harmonisation. Alors, en termes d'harmonisation et donc de standardisation, l'OCDE réfléchit sur ces sujets-là depuis très longtemps. Le projet SAFTI de l'OCDE, dont la V2 remonte à 2010, la V1 à 2005, mais en fait il a démarré à la fin des années 90, quand l'OCDE a envoyé à toutes les administrations fiscales des États membres, et moi j'étais encore dans l'administration française à cette époque-là, un questionnaire où elle leur demandait quelles sont vos attentes en matière de contrôle fiscal informatisé, comment ça va évoluer dans le futur. Et sur la base des réponses à ce questionnaire, ils ont créé le groupe de travail qui a créé le standard SAFTI. Et pour l'OCDE, donc l'idée c'est d'avoir un périmètre de données normalisé. Ce périmètre de données normalisé permettra de créer des fichiers qu'on pourra joindre aux déclarations fiscales. Le côté substitution n'était pas vraiment très prévu au départ, ça c'est la nouveauté aujourd'hui. À partir du moment, on va voir que dans un fichier SAFTI OCDE, il y a à peu près 1 millier de données. Donc mettre 1 millier de données sur une déclaration, ils considéraient que c'était un peu beaucoup. Maintenant, dans les déclarations qui sont souscrites, les fichiers peuvent être plus petits. Et puis, l'idée aussi, c'était, comme je disais tout à l'heure, d'avoir ces fichiers, entre guillemets, d'archives qui préexistent et qui sont disponibles dès le début d'un contrôle fiscal en entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'OCDE. Donc, le point, c'est un tronc commun de données à partir desquels on va organiser les relations avec l'administration dans le cadre des contrôles. Un point sur lequel j'insiste, et je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est le fait que ça concerne tous les impôts, le SAFTI de l'OCDE. Il n'y a pas de focus sur la TVA. Et on verra que la TVA est un problème qu'on rencontre avec les SAFTI actuels qui se développent petit à petit. C'est logique qu'il n'y ait pas eu de focus particulier sur la TVA à l'OCDE. Il y avait 48 pays autour de la table pour discuter de tout ça. Il y a certains pays où il y avait de la TVA. Il y a d'autres pays où il y avait des sales tax. Il y a d'autres pays où il n'y avait rien du tout en matière de droit indirect. Donc, quelque part, ils se sont mis d'accord sur un socle. Et on n'allait pas rentrer dans le détail de toutes les impositions qui n'étaient pas communes à chacun d'eux. Qu'est-ce que ça contient, un SAFTI OCDE ? Je vous ai dit, ça contient à peu près 1 millier de données qui sont réparties en 5 domaines. Tout d'abord, on a un domaine comptable. Alors, je vous l'ai entouré, puis j'ai mis un petit coin en haut, on a le FEC français. Le FEC français, pour vos entreprises, la plupart du temps, c'est 18 champs. Il y en a plus de 60
dans la partie comptable du SAFTI OCDE, puisque ça embarque aussi des données de compta analytique, etc. La compta client, avec les fichiers clients, factures de vente, règlements, la symétrie avec les fournisseurs, ça c'était déjà dans la V1 de l'OCDE, et la V2 a rajouté la partie immobilisation et stock. Voilà, donc on a les IMO, les amortissements. Et moi, quand j'ai suivi ces travaux-là et quand j'ai vu ça, l'idée c'est, en tant qu'ancien vérificateur informaticien de l'administration, là-dedans, j'ai 90 à 95% des données dont j'ai besoin quand je fais un contrôle fiscal informatisé. La plupart du temps, les questions que je vais poser, les traitements que je vais faire, ça va porter sur les factures, les IMO, les stocks, tous ces sujets-là. Ça ne couvre pas tout. Par exemple, des trucs tout bêtes, hein, mais qui sont beaucoup trop franco-français et donc qui ne peuvent pas être dans un SAFTI OCDE. L'administration fait de plus en plus de traitements informatiques en matière d'impôts locaux, notamment taxes foncières et CFE. On va avoir besoin d'informations sur les immeubles, des numéros d'inventaire. Bien évidemment, ce n'est pas dans le SAFTI. C'est pour ça que je vous dis que ça couvre 90 à 95%, ça ne couvre pas 100%. Là où l'approche est importante, c'est que du point de vue d'un contrôleur fiscal, on vous reprochera toujours de n'avoir pas pensé les choses, de n'avoir pas mis quelque chose en œuvre. On ne vous reprochera pas de ne pas être exhaustif, et donc en général, vous vous en tirez par une remarque dans une proposition de rectification et une demande d'évolution et de correction pour le futur. Ce qui est important, c'est que le Tax Audit Group de l'OCDE a vraiment à l'esprit, et c'est ce que poursuivent les administrations fiscales aujourd'hui. Ils veulent réduire les coûts de conformité fiscale, aussi bien pour les entreprises que pour les administrations. Objectivement, c'est les administrations qui veulent réduire leurs coûts en priorité. Ceux des entreprises verront si ça y fait quelque chose. Mais enfin, c'est l'objectif officiel qui est poursuivi. Et puis améliorer les résultats qualitatifs et quantitatifs des contrôles fiscaux. C'est-à-dire aller plus loin, faire du contrôle à la volée. On verra tout à l'heure, c'est presque du contrôle continu. Et puis en plus, s'il y a harmonisation, et c'était l'idée de l'OCDE, c'est que les administrations vont pouvoir mettre en place et partager des programmes de contrôle. Notamment au moment où le Portugal, qui a été le premier à mettre en œuvre en 2008 la réglementation, enfin le SAFTI OCDE, et le Luxembourg qui a commencé à faire ça en 2011, et bien dans le cadre du programme Fiscalis, les administrations portugaises et les administrations luxembourgeoises ont échangé des thématiques de contrôle, parce que, notamment sur la TVA, puisqu'on fait quand même de la TVA, même si ce n'était pas le cœur de la chose, eh bien la TVA au Luxembourg ou la TVA au Portugal, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc ils peuvent partager, ils peuvent réaliser des économies d'échelle. Donc en réalité, clairement, ce qui va être important de voir, c'est comment évolue notre contrôle fiscal et la manière dont l'administration les aborde. Clairement, aujourd'hui, parce que je laisse de côté hier, hein, c'est pour l'histoire, mais aujourd'hui, on a des contrôles ponctuels, des contrôles qui sont réalisés directement sur les données que vous avez l'obligation de conserver. On peut déjà faire un certain nombre de contrôles automatiques de cohérence. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez déposer par exemple une liasse fiscale au format EDI sur les serveurs de l'administration en France, eh bien, il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits à la volée et on peut vous retoquer votre déclaration si elle n'a pas été faite correctement. Vous aurez ça en Espagne quotidiennement à partir du 1er juillet prochain. Et en fait, demain, ce qui commence à les intéresser, c'est ce qui leur coûte cher, notamment en France, parce que c'est là que je connais le mieux le détail, mais au niveau financier, c'est d'envoyer des vérificateurs sur place, voire de leur payer des frais de déplacement. Donc l'idée, c'est d'anticiper tout ça, de collecter un maximum de données en amont pour pouvoir les traiter selon des process automatiques et sélectionner les entreprises à vérifier, voire aller déjà dans les entreprises avec des questions à poser, voire des redressements à faire. Et donc demain, peut-être que, encore une fois, on en est très proche avec l'Espagne. Ça sera la fin de certaines déclarations d'un système déclaratif et ce sera de la transmission en continu d'informations qui seront utilisées par les administrations. Alors, de ce point de vue-là, côté entreprise, est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité? C'est clair que c'est d'abord une contrainte. On vous demande de faire quelque chose, on ne vous demande pas votre avis. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est toujours pénible. Maintenant, d'expérience aussi, il y a très souvent un écart entre vos données de gestion, pour les motifs, entre autres, de non-pérennité d'informations qui ne sont pas archivées, et les déclarations que vous souscrivez. Moi, l'intérêt que je vois dans le SAFTI, c'est qu'en qualité de contrôle interne, vous avez à y gagner.
Pourquoi? Parce que quand vous allez générer un SAFTI c'est une archive. Quand on génère une archive, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agit pas simplement de la générer, ça c'est le niveau 0 de la sécurité ou de l'obligation, mais une fois que vous avez fait ça, vous la validez. Notamment, la validation, ça consiste à s'assurer que les données que vous extrayez, les données de détail que vous allez mettre dans votre SAFTI, elles racontent bien la même histoire que ce que vous avez mis dans vos déclarations fiscales. Que si vous êtes polonais, le détail des informations des factures d'achat et de vente sont bien en phase avec le registre que vous avez déposé mensuellement auprès de l'administration fiscale polonaise. Et tant que l'histoire racontée n'est pas la même, tant que vous ne savez pas rationaliser les écarts, eh bien, il faut améliorer la qualité de son archive. Et puis, on peut s'arrêter là c'est déjà bien, mais l'étape suivante, c'est de dire, vu que ces données, c'est les données avec lesquelles je vais dialoguer, communiquer avec l'administration fiscale, c'est là-dessus qu'elle va, entre guillemets, me juger. Pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas les mêmes données pour améliorer la qualité ? Si j'ai commis des erreurs et que mon contrôle de gestion se rend compte qu'il y a des erreurs, pourquoi ne pas utiliser le SAFTI pour identifier les erreurs en question? Prendre un exemple tout bête. Je suis une société française, je facture un client allemand. Et puis je m'aperçois qu'il m'a demandé de le livrer dans un entrepôt qui était sur le territoire français et j'ai oublié de mettre la TVA sur les factures dans ce cas de figure-là. Une fois que j'ai identifié le problème, pourquoi est-ce que j'attendrai que l'administration fiscale vienne en contrôle et me fasse un redressement? Avec le fichier d'archives que j'ai créé, je peux identifier tout ce que j'ai envoyé à l'administration fiscale et qui est incorrect, et je peux le corriger sur ma prochaine déclaration de TVA, et au pire, je risquerai des pénalités de retard, mais en tout cas, je n'aurai pas de redressement. Voilà la manière d'améliorer les choses, c'est ce que moi j'appelle mettre en place un contrôle de gestion fiscale. Alors, ce slide-là, il est assez intéressant, parce que vous pouvez le lire. Si vous enlevez contrôle de gestion, vous mettez contrôle fiscal, vous pouvez le lire aussi bien côté entreprise que côté administration. Clairement, historiquement, on avait des données brutes où on faisait des reporting systems qui étaient figés. Bon. Ensuite, on est passé à une étape, notamment en France, où l'administration faisait des traitements spécifiques sur des demandes bien particulières, contrôle par contrôle. Puis, on est passé à des déclarations qui sont déposées auprès des administrations, des données qui sont mises à disposition dans le cadre des contrôles dans un format spécifique et qui permettent de reproduire, c'est-à-dire qu'on sait qu'une fois que ces données ont été archivées, eh bien, le même traitement appliqué aux mêmes données donnera le même résultat. Et là, je dirais que c'est l'Espagne, à partir du 1er juillet prochain, on va passer à du contrôle continu. C'est-à-dire que les données vont être envoyées à l'administration au fil de l'eau. Et au fil de l'eau, il y aura des procédures de validation, il y aura des procédures de contrôle. Et quand le vérificateur viendra, il viendra déjà avec la liste des questions qu'il a à vous poser. Donc vous pouvez le lire des deux côtés. Pardon. Votre SAFTI, on a vu qu'il était organisé en modules. Il y a 5 domaines. Donc quand on parle de contrôle, le niveau de détail, vous êtes libre. Vous pourrez vous ajuster par la suite au fur et à mesure de la pratique des administrations en calquant, en copiant ce que font les administrations. Mais au départ, il faut déjà vérifier la cohérence des informations que vous avez extraites. Et donc quand je dis valider son archive, valider son SAFTI, on a une partie comptable, une partie vente. La moindre des choses, c'est de s'assurer que le détail des informations de vente qu'on a ici, on est capable de les réconcilier avec la partie comptable. Le SAFTI, c'est juste une extraction. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce travail, il n'y a rien dans l'extraction qui vous garantit qu'effectivement les choses sont en phase. Donc il faut mettre en place un certain nombre de contrôles pour s'assurer que finalement c'est l'info qui est dans votre SAP ou dans votre ERP qui est cohérente. Et Dieu sait, depuis 30 ans que je me livre à ce type d'exercice, si des incohérences, j'en vois tous les jours. Donc il y a des choses qui sont censées ne pas exister dans des systèmes SAP où on me dit c'est pas possible, c'est pas possible. On les trouve. Le point qui est important en contrôle informatique, retenez qu'un des systèmes de contrôle qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle des raisonnements par exception ou raisonnement à contrario. Moi, quand on me présente une situation et un process, souvent il est très beau ce process, c'est formidable, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais comment est-ce que je le prends en tant qu'auditeur? Je dis c'est simple. Ce que vous m'avez présenté, si c'est vrai, si c'est vraiment ce que vous faites, c'est vraiment comme ça que c'est articulé, alors
tel cas de figure ne doit pas exister, tel cas de figure ne doit pas exister, tel cas de figure ne doit pas exister. Puisqu'ils ne doivent pas exister, je vais les rechercher. Si je les trouve, c'est ce que vous m'avez décrit, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, un auditeur, et je vous garantis que c'est hyper efficace. Voilà. Donc pensez à assurer la cohérence de votre ensemble. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Donc là, j'ai pris juste un exemple de contrôle comptable. Aujourd'hui, nous, on a fait un sondage qui nous permet de dire que, rien qu'en France, je fais un focus France, mais c'est sur la partie comptable du SAFTI, il y a à peu près 50% des entreprises qui testent leur FEC avant de le remettre à l'administration, d'accord, mais elles ne font pour la plupart que des tests techniques. C'est-à-dire qu'elles s'assurent que le fichier il est lisible, etc. Par contre, par exemple, vérifier que le bilan et le compte de résultat que je peux bâtir à partir du FEC, il correspond bien à l'alias que j'ai déposé auprès de l'administration, beaucoup d'entreprises ne le font pas aujourd'hui. Il faut le savoir. Non, ce n'est pas le rôle des auditeurs a priori. Alors, voilà, nous des outils, on y a pensé. Vous avez tous les cabinets, en fait, vous proposent ce genre de choses, mais que vous pouvez mettre en place. Moi, j'ai plein de clients, je ne cherche pas à placer ces choses. Il faut savoir que ça existe. Soit vous les avez mis en place en interne, et ça va très bien, moi, je n'ai pas de problème avec ça, soit vous ne l'avez pas. Et nous, on a mis en place une plateforme d'analyse où vous déposez votre FEC et où, en automatique, derrière, vous allez obtenir un rapport avec des analyses. Donc, tout est en ligne tout est en ligne sur la plateforme. Pourquoi je vous en parle? Je ne vous en parle pas tant pour le FEC, mais sachez que le même outil, nous, on est en train de travailler. Pour la France, pour le moment, il n'y a pas énormément de... Comme ce n'est pas une obligation, il n'y a pas encore beaucoup de demandes. Mais l'idée, c'est que vous puissiez aussi, pour le SAFTI, aller choisir parmi une liste de tests et pouvoir les exécuter vous-même. Le credo, et beaucoup de cabinets, et c'est le credo du réseau Deloitte, c'est que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, de plus en plus, les clients voudront être autonomes dans la possibilité de tester les informations qu'ils vont être obligés de remettre au fil de l'eau à l'administration. L'idée, c'est que ils ne voudront pas attendre les heures d'ouverture du bureau, ils ne voudront pas attendre que la disponibilité d'un auditeur. Donc, pour un certain nombre de tests de base, je ne vous dis pas, dès qu'il y a des anomalies, après, il faudra aller creuser davantage. Mais au moins, vous êtes complètement autonome sur des premiers niveaux de tests. Par exemple, sur la plateforme, on fait à peu près une 50aine de tests sur le FEC. Voilà. Et quelque part, vous n'avez pas besoin de nous pour les faire. Et la dernière partie que je voudrais aborder ici, je vous ai décrit un monde idéal qui était celui que voulait mettre en place l'OCDE. L'OCDE, le gros avantage de cet organisme, c'est qu'il raisonne globalement. Il essaie d'avoir une vision très œcuménique des choses. L'inconvénient, c'est qu'il n'a aucun pouvoir normatif. Donc, alors, ça peut être des fois un avantage dans certains cas, mais pour le SAFTI, c'est un problème. Parce qu'en fait, il n'y a pas un SAFTI. Alors, quand j'ai choisi le titre de slide, je me suis senti vieux tout d'un coup, parce que je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais Canada Dry, c'était une pub il y a 25 ou 30 ans, où c'était ça a la couleur de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Voilà. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde appelle SAFTI n'importe quoi. D'accord ? Ils auraient dû faire protéger la marque, parce que SAFTI, le seul et vrai SAFTI, c'est celui de l'OCDE. D'accord ? Là, ce que j'ai mis, alors les couleurs, je peux vous les donner, ça c'est une carte interne au réseau Deloitte. J'ai enlevé les légendes, mais grosso modo, le vert, c'est ce qui correspond à des pays qui ont un SAFTI ou quelque chose qu'ils appellent SAFTI qui est déjà en vigueur. Le jaune, c'est quelque chose qui va être en vigueur demain, et pas forcément simplement d'un point de vue juridique, mais l'intérêt qui porte le réseau Deloitte à cause de la répartition de nos clients. Et puis, ce qui est en bleu un peu plus foncé, c'est la troisième vague, ce qu'on appelle la troisième vague. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que quand vous regardez la carte, à un horizon de 5 ans, tout le monde est concerné. Parce qu'en fait, l'échelle de temps, c'est ça. C'est à peu près réparti sur 5 ans. Voilà. Donc, tout le monde est concerné. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a un fossé qui est souvent énorme entre ce que nous disent les spécifications de l'OCDE et puis la manière dont les pays ont fait l'implémentation. Notamment,
ce que je vous disais, c'est que la plupart des pays, la Pologne, l'Espagne, qui mettent en place ces obligations aujourd'hui, elles font un très gros focus sur la TVA. D'accord ? Or, votre SAFTI, il ne sert pas qu'à contrôler la TVA, il peut servir à contrôler plein de choses. Mais eux font un gros focus sur la TVA. Or, et bien sûr, sans aucune harmonisation, chacun y va de sa petite particularité. Alors, pour ne pas trop vous assommer, j'ai pris un exemple très simple de différence de conception entre l'OCDE, la Pologne et l'Espagne, sur un même sujet, la gestion des devises dans les factures de vente. D'accord ? L'OCDE, ils ont travaillé plus longtemps que les autres, donc ils sont un peu plus malins. Les champs de devises sont définis au niveau de la ligne de facture et des totaux de facture. Alors, aller jusqu'au niveau de la ligne, c'est même aller un peu loin. Toujours est-il qu'avec la norme OCDE, il n'y a aucun problème pour gérer des factures en devises à l'intérieur d'un même fichier. D'accord ? Les Polonais, passez-moi l'expression, étaient un peu plus bourrins. Ils ont mis la devise comme attribut dans l'entête de leur SAFTI facture de vente. Moralité, si vous avez des factures en zloty, en dollars, en euros, en yens, à chaque fois, vous êtes obligé de faire un SAFTI des factures de vente différent. Donc 10 devises, 10 fichiers à extraire. L'OCDE, 10 devises, un seul fichier à extraire. Et l'Espagne, a pris une décision catégorique et elle a remonté le problème en amont. Eux veulent uniquement des fichiers exprimés en euros. Donc c'est à vous de vous débrouiller pour faire les conversions de devises en euros dans les fichiers que vous allez envoyer à l'administration espagnole. Voilà. Même sujet, 3 solutions différentes. Je ne sais pas, alors la Norvège a l'air de se caler pas mal sur ce qu'a fait l'OCDE, mais je ne sais pas, la Lituanie demain, chacun y va de sa petite particularité, donc c'est un peu compliqué à gérer. Jusque-là, ça pourrait être encore gérable, s'il n'y avait pas les entreprises elles-mêmes et les implémentations de leur ERP, où là, on a certaines particularités. C'est-à-dire que, vu que vous optimisez votre gestion, que vos process ne sont pas les mêmes d'une entreprise à une autre, tout le monde dit « je suis SAP standard », oui, on sait bien que personne n'est SAP standard, tout le monde a voulu mettre sa petite patte, voilà. Notamment dans les problématiques de customisation en matière de taxes. Et là, je vais prendre encore des petits exemples, et je finirai sur ces exemples avant de laisser la parole à Graham, sur des cas de figure qu'on a rencontrés en Pologne. 2 clients différents, même sujet, récupérer les bases taxables et la TVA déductible sur des achats de biens et services. D'accord ? Ça fait partie des basiques. Chez un client, il a prévu ses codes taxes dans son FI, sans tenir compte du pays d'origine du fournisseur. C'est-à-dire que quand on va faire l'extraction, on retiendra certains codes taxes, mais il faut qu'au niveau de l'intégration, on ajoute un test pour savoir si le fournisseur est polonais ou s'il vient d'un autre État membre. Donc, au moment de l'intégration, c'est des problèmes d'intégrateur là, à ce niveau-là, parce que nous, on ne peut pas gérer tous les cas de figure dans le logiciel lui-même. Eh bien, il faudra rajouter ce type de test. Par contre, dans le client d'à côté, eux, ils avaient créé des codes TVA correspondant à chaque cas de figure, selon qu'on avait un fournisseur polonais ou qu'on avait un fournisseur UE pour les acquisitions intraco ou en dehors de l'Union. Donc voilà. Donc ce n'est pas simplement une problématique de standardisation des données et des définitions de fichiers. On a aussi la problématique dans la manière dont vous implémentez vos systèmes. Et le truc, le b.a.-ba, on avait pour le numéro de TVA intracommunautaire, qui est une obligation à extraire, que vous trouvez normalement dans le Company Master Data, où vous avez un champ standard qui vous permet de le faire, ce n'est pas une obligation de le mettre. Donc on avait un client où c'était fait parfaitement, et l'autre, pour des raisons qui leur appartenaient, il n'avait jamais renseigné cette information. Donc au moment de l'implémentation, il a fallu créer un champ de saisie pour pouvoir aller alimenter. Voilà. Donc je m'arrêterai là parce qu'on pourrait en aligner bien d'autres.